Salut internet. Certains le savent déjà, j'ai lancé mon propre site il y a quelques mois et depuis j'ai posté pas loin de 70 articles sur des lieux insolites ou des personnes aux récits de vie exceptionnels. Et vu que beaucoup d'entre vous viennent tout juste de découvrir l'existence même de ce site, pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut y trouver, voici 7 personnes au destin rocambolesque. Ça fait combien de temps que t'as pas entendu ce mot, tiens, dans une intro de vidéo? Et vous inquiétez pas, pour les abonnés les plus fidèles qui auraient déjà lu tous les articles, sur les 7 personnes, il y en a 4 dans la liste dont vous n'aurez jamais entendu parler. Allez, c'est parti. Au XVIIIe siècle, les femmes n'étaient pas vraiment les bienvenues sur les bateaux. On disait d'elles qu'elles portaient la poisse. En 1766, les femmes sont même interdites sur les navires de la marine française. Mais Jeanne Barret, elle s'en bat les reins. Fille de paysans très pauvres, depuis toute petite, son rêve c'est de voyager. Et quand elle entrevoit la possibilité de partir pour une expédition qui allait faire le tour du monde, crois-moi qu'elle hésite pas longtemps. Ni une ni deux, elle se travestit et Jeanne se fait enrôler sur l'Étoile en tant que Jean Barret, assistant de Philibert Commerson, botaniste et accessoirement son amant de l'époque. C'est en se joignant à la Mulane que Jeanne a été la toute première femme de l'histoire à accomplir un tour du monde. Son expédition part de Rochefort le 1er février 1767 et traverse l'océan Atlantique jusqu'à Montevideo dans l'actuel Uruguay. Jusque-là, tout se passe plutôt bien pour Jeanne, qui assiste divers botanistes dans leurs travaux d'exploration et de documentation. L'Étoile franchit le Cap Horn et continue sa route jusqu'à Tahiti, où malheureusement sa véritable identité finit par être découverte. Autant de dire que ça la fout mal, une bonne partie de ses collègues à bord veulent carrément l'abandonner sur l'île au beau milieu du Pacifique, mais Jeanne arrive à négocier et comme Louis de Bougainville, le chef de l'expédition, avait apprécié son travail jusque-là, elle est sauvée in extremis. Bon, faut pas déconner, elle finit quand même par être débarquée un an plus tard après de nombreux autres endroits visités sur l'île Maurice. À l'époque, c'est une importante zone de passage maritime contrôlée par les Français. D'ailleurs, elle s'appelait pas île Maurice, mais Isle de France. Enfin bref, Jeanne est virée de l'expédition avec son amant, Philibert, qui meurt quelques années plus tard. Sans le sou, Jeanne se démerde quand même pour rentrer en France en 1774 en épousant un officier de la marine française qu'elle avait rencontré et boucle ainsi son tour du monde. Mieux encore, Jeanne ramène les récoltes botaniques de Commerson destinées au jardin du roi. Il s'agissait quand même de 30 caisses contenant 5000 espèces, dont 3000 sont décrites comme nouvelles. Le roi Louis XVI, qui reconnaît ses mérites comme aide botaniste, la félicite pour sa bonne conduite et lui attribue même une pension en remerciement. Avec cet argent, Barret s'installe avec son nouveau mari dans son village natal, et finalement, comme le dit Orelsan, au fond je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Merci pour cette punchline, on peut enchaîner. Moïse a séparé la mer Rouge en deux. Atlas a passé son existence à soutenir la voûte céleste. Yacouba Sawadogo a lui arrêté l'avancée du Sahara. Ce mec au destin unique au monde est originaire du village de Gourga au Burkina Faso, dans cette région semi-désertique entre Sahara et Afrique noire qu'on appelle le Sahel. Dans les années 1960, alors qu'il exerce le métier de commerçant, le natif de Gourga est alarmé par les prévisions de sécheresse qui planent sur sa région. Yacouba décide de laisser tomber son commerce pour se mettre à l'agriculture. Totalement seul dans sa démarche, novice en la matière et sans argent, il a quand même du courage. Pour comprendre comment la nature se régénère, il passe 2 ans à sillonner le désert. Il remet au goût du jour une pratique agricole ancestrale, le zaï. Il s'agit en fait de creuser des petits trous et de les remplir de débris organiques. Ces derniers attirent les termites, elles s'installent dans les cavités et creusent des galeries qui retiennent l'eau lors des saisons des pluies. Si ça fonctionne bien, on obtient un bonsaï. Il reste plus qu'à planter les graines et cultiver son champ. Passé maître dans cette technique, le paysan burkinabé plante également des graines d'arbres. Et 40 ans après, c'est une vingtaine d'hectares de forêt qui font face à l'avancée du désert. Les habitants de la région, au départ plutôt sceptiques, on peut se le dire, maintenant ils s'initient carrément à cette technique et des scientifiques experts en agriculture, en agronomie des sols et en reforestation viennent du monde entier pour apprendre les techniques du maître Yacouba. Et malgré tous ces efforts, malheureusement, aujourd'hui un projet immobilier menace 80% des champs qu'il a fait pousser, ainsi que l'unique maison du terrain contenant la banque de graines. Et ça, je suis désolé, mais c'est vraiment pas cool. Née en 1875, Marie, à sa mort 88 ans plus tard, est détentrice de 17 records du monde et de 33 médailles officielles, ce qui fait d'elle la femme la plus décorée de France. Déjà là, tu comprends qu'on a affaire à quelqu'un d'assez époustouflant. Ok, les exploits de Marie commencent dès 1899, quand elle devient la première femme de France, et l'une des toutes premières au monde d'ailleurs, à obtenir son permis de conduire. Et au cours de sa vie, elle passera 4 autres permis, ballon dirigeable, avion, hydravion et même hélicoptère. C'est simple, tout ce qui vole, Marie peut le piloter, et pas qu'un peu. À l'époque,
l'époque, elle établit le record du plus grand nombre de vols sans le moindre accident, un peu plus de 900. Et pour l'époque, c'est beaucoup, crois-moi. Mais si encore la reine de l'air n'était qu'une aviatrice. Marie était aussi sportive de haut niveau. Infatigable, elle s'illustre dans toutes les disciplines imaginables, et souvent beaucoup mieux que ses rivaux masculins. Cyclisme, alpinisme, athlétisme, tennis, ski, bobsleigh, escrime, boxe, arts martiaux divers. Quand je te dis qu'elle touche à tout, c'est vraiment à tout. En 1890, à 15 ans, elle parcourt 400 km en canoë pour rallier Nancy à Coblence. En 1906, après avoir traversé tout Paris à la nage, elle part en vélo jusqu'à Naples, au sud de l'Italie, pour aller admirer le Vésuve en éruption. En 1907, elle obtient la première place d'une compétition internationale de tir, ce qui fait d'elle la toute première femme à recevoir les palmes de premier tireur. En 1908, elle dépose sa candidature pour participer au Tour de France cycliste, mais les organisateurs refusent. Enfin bon, tu commences à la comprendre, hein, Marie se laisse pas faire et décide de courir quand même en partant après les autres participants. À la fin du tour, 36 coureurs sur les 110 au départ franchissent la ligne d'arrivée. Marie en fait évidemment partie. Et tout ça n'est qu'un petit aperçu de la carrière sportive de Marie Marvin, qui fut aussi considérée comme l'une des meilleures alpinistes au monde. C'est tout bonnement la première femme à gravir les plus hauts sommets des Alpes. Et c'est pour ces ascensions que Marie invente la jupe culotte. C'est une tenue encore portée de nos jours par une multitude de sportifs de haut niveau. Bon, même si on s'arrêtait là, Marie Marvin ce serait déjà la classe ultime. Mais ce n'est pas qu'une athlète hors pair. Entre deux exploits sportifs, elle trouve le temps de passer une licence de lettres, d'apprendre 7 langues et d'obtenir un diplôme d'infirmière. Elle est d'ailleurs la première personne à entrevoir l'importance de l'aviation pour secourir les blessés et fonde en 1910 l'aviation sanitaire. Elle planche même sur un projet d'avion ambulance avec un ami ingénieur qui aurait dû être commercialisé si l'entreprise chargée de sa fabrication n'avait pas fait faillite. En 1914, quand la première guerre mondiale éclate, Marie a déjà 39 ans, mais ça l'empêche pas de se déguiser en homme pour aller sur le front. Elle mène la guerre des tranchées et participe à de nombreuses actions militaires au sein du 42e bataillon de chasseurs à pied. Sa réelle identité est finalement découverte et Marie renvoyée de l'armée. Mais refusant d'abandonner, elle envoie de nombreuses lettres et à force d'insistance, obtient le droit de rejoindre le 3e régiment de chasseurs alpins dans les Dolomites italiennes. Là-bas, elle œuvre pour l'évacuation des soldats touchés et reçoit même la Croix de guerre en 1915 pour une opération de bombardement d'une caserne allemande à Metz. Elle devient d'ailleurs à cette occasion la toute première femme au monde à effectuer des missions de combat aérien. Allez, je m'arrête là, mais il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Marie, véritable pionnière qui, par son seul comportement, a bouleversé toutes les conventions de son époque. Alors voilà, si encore aujourd'hui tu rencontres quelqu'un qui pense que les femmes ne peuvent pas faire aussi bien que les hommes, raconte-lui l'histoire de Marie Marvin. Tu es peut-être fan de Cersei dans Game of Thrones. Eh ben je te présente ta nouvelle idole, Anna Ivanovna, impératrice de Russie de 1730 à 1740. Alors qu'elle n'y était pas du tout destinée, elle s'est retrouvée propulsée à la tête de près d'un 6e des terres émergées du globe. Si elle n'a aucune formation scolaire, elle peut se vanter d'avoir eu une vie amoureuse très mouvementée. Un premier mari mort d'alcoolisme au bout d'1 an de mariage, suivi d'un duc dont elle se lasse finalement pour le fils d'un palefrenier, après quoi elle se fiance à un certain Maurice, fils du roi de Pologne et duc de Courlande. Mais pas de bol pour Anna. Le tsar, Pierre le Grand, ne voit pas cette union d'un très bon œil et son bien-aimé doit déguerpir aussi sec. S'ensuit alors toute une série d'événements qui la portent sur le trône de manière tout à fait improbable. Après la mort de Pierre le Grand et celle prématurée de tous ses successeurs, la noblesse russe doit élire un nouveau dirigeant pour l'Empire. Les aristocrates ont dans l'idée de mettre au pouvoir une marionnette facilement manipulable. En tant que nièce de Pierre le Grand, Anna semblait être la victime toute trouvée. Grosse erreur. Une fois arrivée involontairement sur le trône, notre impératrice délègue aussitôt la paperasse administrative à son favori du moment pour se consacrer pleinement aux monstrueux divertissements qui forgeront sa terrifiante légende. Autant te dire que le pays est complètement laissé à l'abandon, les villages sont en ruine et tout le monde crève la dalle, mais ça, Anna s'en moque totalement, puisque dès qu'elle passe dans un village, elle exige que les pauvres soient gentiment conviés à se faire la malle avant son arrivée. Et si elle a le sang chaud, Anna sait aussi avoir un cœur de glace au sens propre du terme. Pour bien mettre la misère à un prince qui avait épousé une catholique, c'était quand même un acte de haute trahison dans un empire orthodoxe, elle en a fait carrément son bouffon de cour et le force à se marier à une servante qu'elle avait soigneusement choisie pour sa laideur. Les festivités ont duré plusieurs jours pendant lesquels elle trouvait tout un tas de moyens d'humilier les deux pauvres jeunes mariés devant toute sa cour, avant de les forcer à passer une nuit de noces dans un palais de glace spécialement construit pour l'occasion. Bien dérangée la nana quand même, hein. Mais c'est pas tout, y a qu'à voir ce qu'elle collectionnait. Son truc à elle, c'était les nains. Et pas les nains de jardin, les vrais nains, comme Gimli ou Passepartout. Elle en avait plein, des nains, des naines, des estropiés, chacun ayant son petit sobriquet et on l'imagine, sa petite particularité physique sur laquelle l'impératrice pouvait s'acharner à souhait. Une belle psychopathe, Anna Ivanovna. Je sais pas si tu connais les As.
ces pilotes qui se distinguaient par leur prouesse aérienne et qui se mesuraient les uns aux autres par le nombre de cibles qu'ils descendaient. Et ben à ce compte-là, Keith Caldwell n'est pas le dernier venu. Il se destinait à être banquier, mais quand la première guerre explose, Keith veut s'engager. Il paye 100 livres pour rejoindre l'école néo-zélandaise d'aviation, il apprend très rapidement le métier et il intègre l'aviation britannique dès 1916. Brillant, il enchaîne les victoires, il accumule les promotions et il collectionne les médailles. À la fin du conflit, il obtient le grade de major et reçoit le commandement d'une escadre surnommée l'escadre des Tigres, qui détruit plus de 200 avions en moins de 8 mois. Entre-temps, le pilote avait forgé sa légende par ses prouesses acrobatiques. En 1918, à la suite d'une collision aérienne à 5000 mètres d'altitude avec l'un des pilotes de son escadre, il casse le haut-banc qui maintenait son aile supérieure. Ouais, à l'époque, faut pas oublier, on utilisait des biplans. Et là, c'est le drame, son avion part en chute libre, tournoie dans le vide, complètement incontrôlable. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle partir en vrille. Après avoir chuté d'un petit kilomètre, l'aviateur reprend ses esprits et fait preuve d'un immense sang-froid. Comme si de rien n'était, il sort de son cockpit, il va se promener sur son aile inférieure, toujours en tenant son joystick d'une main et de l'autre son auban défaillant, et comme ça, il parvient à contrôler plus ou moins la direction de l'avion, à revenir derrière les lignes britanniques et à sauter de l'appareil quelques secondes avant le crash. Ce mec a littéralement défié la mort et il en est revenu sain et sauf avec juste une toute petite égratignure à l'arcade. Évidemment, sa badassitude ultime lui valent d'importantes décorations de la part de la Royal Air Force, mais bizarrement, aucune offre d'emploi de la part du Cirque du Soleil. Après la guerre, le pilote regagne donc la Nouvelle-Zélande où il fonde une famille et se lance dans une activité de fermier bien méritée, avant de remettre tout ça lors de la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est une autre histoire. Femme noire américaine née en 1920 en Virginie, Henrietta Lacks n'était pas forcément partie pour avoir la vie facile, ni même pour rester dans l'histoire. Et d'ailleurs, Henrietta n'a pas eu la vie facile du tout. Elle s'en est allée à 31 ans après avoir longtemps travaillé dans des champs de tabac. Mais sans même le savoir, des centaines de millions de personnes doivent aujourd'hui leur vie à cette femme. En fait, si Henrietta est morte si jeune, c'est parce qu'elle avait un cancer, une tumeur au col de l'utérus qui s'est développée très rapidement et qui s'est métastasée dans tout le corps. Pendant qu'il tentait de la soigner à l'hôpital John Hopkins, à l'époque un des seuls de la région d'ailleurs à accepter les patients noirs, un des médecins a fait 2 prélèvements de cellules souches sur la tumeur d'Henrietta, sans la prévenir ou lui demander son autorisation. En mode j'arrive, je prélève et je me barre. Après sa mort qui intervient quelques jours plus tard, ces cellules prélevées sont les toutes premières à avoir pu être cultivées in vitro. En gros, on peut les reproduire à volonté et c'est pour ça qu'elles ont été utilisées dans des labos du monde entier sous le nom de HeLa pour Henrietta Lacks. Dans les années qui suivent, les scientifiques arrivent, grâce aux cellules HeLa, à établir in vitro des lignes de cellules d'autres cancers, que ce soit de poumons, gorge, foie, etc. Alors que toute tentative de ce genre avait échoué jusque-là. On estime aujourd'hui que les cellules d'Henrietta sont à l'origine de plus de 11 000 brevets dans des tas de domaines différents de la médecine. C'est juste hallucinant le nombre de patients qu'elle a permis de traiter. Et le pire dans tout ça, c'est que sa famille n'a jamais été mise au courant. Et ce, jusqu'à il y a 8 ans à peine, grâce à l'enquête de la journaliste Rebecca Skloot, qui a remonté la trace des cellules HeLa. Enfin, Henrietta peut bénéficier de la reconnaissance qu'elle mérite. On finit la vidéo avec la devinette du jour. À ton avis, que désignait le mot Micmac avant d'être synonyme de trucs indémêlables et foireux? En fait, à la base, les Micmacs, c'est un peuple autochtone d'Amérique du Nord qui vivait notamment sur l'île du Prince-Édouard, là où débute l'histoire de Charles Francis Coghlan. Étant ado, ce fils d'immigrés irlandais se laisse tenter par les arts occultes. Il rencontre une vieille dame qui lit dans les cartes et les lignes de sa main et qui lui dit que le jeune homme rencontrera fortune et célébrité, mais que son âme ne pourra connaître le repos éternel que sur sa terre natale. Le jeune Charles Francis, issu d'une famille pauvre, continue alors sa route et réussit contre toute attente à devenir comédien, grâce à la solidarité des habitants de son village qui se cotisent pour lui payer des études en Angleterre. S'ensuit une carrière auréolée de succès aux 4 coins du globe. Le destin du jeune homme semble suivre trait pour trait les prédictions de la voyante, à un détail près. Alors qu'il était en pleine tournée au Texas, l'acteur meurt subitement et est inhumé sur place, soit à plus de 1700 km de sa terre natale. C'est quand même con, lui qui pouvait trouver le repos que sur l'île du Prince-Édouard, mais c'est à partir de là que les choses deviennent un petit peu surnaturelles, ou du moins que le hasard fait extrêmement bien les choses. Peu de temps après la mort du bonhomme, survient dans le golfe du Mexique un ouragan qui reste encore aujourd'hui le plus destructeur de l'histoire, provoquant entre autres catastrophes un raz-de-marée de 6 mètres de haut. En se retirant, la vague a tout emporté sur son passage, y compris le cimetière dans lequel Charles est enterré. Voilà son cercueil balancé dans l'océan Atlantique comme une bouteille à la mer. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, en 1908, près de 10 ans après sa mort, un bateau de pêche le prend dans ses filets en ignorant absolument ce que contient cette grande boîte recouverte de coquillages. Leur filet plein, les pêcheurs reviennent alors à terre et débarquent leur prise du jour sur les rives de l'île du Prince-Édouard. Comme quoi, tout vient à point, à qui sait attendre.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère vraiment que ce format t'a plu. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu en veux d'autres parce que franchement, des destins insolites, j'en ai des tonnes. Et si tu veux continuer de découvrir des personnes au destin rocambolesque, n'hésite pas à faire un tour sur le site. Tu pourrais y apprendre comment un parfait inconnu a permis d'éviter une 3e guerre mondiale au début des années 80, comment Ching-Shi est passé d'esclave prostituée à plus grande chef de guerre pirate de l'histoire, comment un mec a survécu à un peloton d'exécution, ou encore comment Connie Franklin a réussi à être présent pour témoigner au procès de son propre meurtre. Oui, c'est même pas une blague. Et tout ça, c'est qu'un aperçu de toutes les histoires surprenantes que tu pourras trouver sur le site. Enfin bref, je te retiens pas plus longtemps et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.